restera. Voilà, mes chers amis, mes chers camarades. D'abord, quel bonheur de se retrouver à Pau, chère Martine. En arrivant, j'ai pu voir encore les améliorations d'une ville merveilleuse face aux Pyrénées. Et bravo pour ce que tu fais avec toute ton équipe. Et permets-moi d'avoir une pensée affectueuse pour André Labarrère. Je ne suis pas béarnaise, mais soultine, comme tu l'as dit, basque. Alors ici, quand on est basque, avec les Béarnais, parfois on se frotte un peu. Vous savez, c'est comme nous entre le Nord et le Pas-de-Calais. Mais quand on est ailleurs en France, on serre les coudes, parce que nous sommes tous ici avec les Pyrénées à se partager et avec, je crois, un certain courage, une certaine solidarité aussi qui fait le peuple béarnais et le peuple basque. Alors c'est toujours pour moi un grand bonheur d'être ici. Je voudrais saluer chaleureusement Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat, Gilles Pargnot, qui représente aujourd'hui Catherine Trottmann, la présidente du groupe au Parlement européen, saluer Alain Rousset, le président du Conseil régional d'Aquitaine, David Habib, député, Annie Jarot-Vergnol, sénatrice, et puis le premier fédéral qui a, avec l'ensemble des camarades, organisé cette belle réunion au bon moment, Pierre Chéret. Et puis vous saluez tous et toutes. En effet, nous en parlions à l'instant, ces journées parlementaires arrivent à un moment vraiment grave pour notre pays, parce que la crise économique est toujours là, parce que la crise sociale est de plus en plus palpable, et pour nous, élus, nous savons de quoi nous parlons, et nos compatriotes y sont malheureusement confrontés, souvent très douloureusement. Les choix fiscaux restent désastreux, la casse sociale est toujours là, les erreurs économiques se poursuivent. Cela suffirait d'ailleurs à discréditer une politique et un gouvernement qui remplit cette politique. Mais les dernières semaines ont rendu l'air encore un peu plus irrespirable, au point d'ailleurs que nos concitoyens ne reconnaissent plus tout à fait notre pays, la France qu'ils aiment comme nous l'aimons. À l'inefficacité de la politique économique, sociale et même en matière de sécurité sont ajoutés, depuis cette rentrée et depuis cet été, pourrait-on dire d'ailleurs, le dérèglement de l'État, l'affaissement de la République, le piétinement des valeurs, l'isolement de la France au niveau mondial et même l'étouffement de la démocratie parlementaire la semaine dernière. Cela fait en effet beaucoup. Cela fait beaucoup parce que dans sa fuite en avant, sans doute pour masquer toutes ces difficultés, le gouvernement ne respecte même plus ce qui devrait être, au-delà de la droite et de la gauche, respecter ce qui est notre patrimoine commun. Je veux évidemment parler de la République. La République, disons-le simplement, c'est d'abord un socle de valeurs qui fonde notre nation et qui organise notre vivre ensemble. Ces valeurs nous dépassent. Je crois qu'il faut le rappeler aujourd'hui à la droite. Elles nous dépassent, surtout lorsqu'on est un parti démocratique, parce qu'elles concernent le bien commun, le bien public, l'intérêt collectif. Je dirais même que c'est un héritage sacré que nous ont livré nos prédécesseurs. Et ces repères, ces principes, ces lieux, mais aussi ces hommes et ces femmes qui ont fait la République, eh bien, ils nous permettent aujourd'hui d'être égaux, y compris dans nos différences, et de vivre d'ailleurs les alternances politiques, sans violence et sans esprit de vengeance. C'est cela, la République. Mais cette idée de la France, elle n'a que peu de rapport avec l'identité nationale que Nicolas Sarkozy essaye encore parfois de faire passer dans le pays. Cette identité, celle qui nous unit dans la diversité, j'aime bien y faire référence à Fernand Braudel, qui dans le fond, quand il a écrit cette identité de la France, a nommé son premier chapitre ainsi que la France se nomme diversité. On doit être unis, mais nous pouvons être différents, c'est ce que veut nous dire la République. Et ces valeurs nous imposent des droits, autant qu'elles nous offrent d'ailleurs des possibilités de droits nouveaux à conquérir et à vivre. C'est vrai de l'organisation de la démocratie, c'est vrai aussi de la place et de l'indépendance de la justice, c'est vrai de la liberté de la presse et de la laïcité. C'est en effet, faut-il le rappeler, mais je pense qu'il faut le rappeler aujourd'hui, la République qui a fondé toutes les grandes conquêtes par des grands textes qui sont aussi des grandes libertés et des grandes protections. La loi sur la presse de 1881, la loi sur les libertés syndicales de 1895,
la loi de 1901 sur la liberté d'association, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905 qui fonde notre laïcité, l'égalité homme-femme, le droit d'asile, le droit et la liberté syndicale, le droit de grève ou le respect des droits de la défense. Si je cite aujourd'hui tous ces textes, c'est parce qu'ils sont véritablement les fondements de notre vivre ensemble et de notre République. Et que l'on a l'impression, subrepticement ou parfois frontalement, que certains d'entre eux aujourd'hui sont remis en cause, au moins dans l'esprit qui est le leur. Ils représentent pourtant, je le disais, les fondements de notre vivre ensemble, patiemment construit après des combats d'hommes et de femmes qui ont voulu faire en sorte que nous puissions vivre libres et de plus en plus égaux et vivre aussi dans les meilleures conditions possibles dans nos villes, dans nos campagnes, mais aussi dans les entreprises. Et tout cela, je le disais, c'est notre héritage, c'est notre République. Et je voudrais le redire ici, parce que dans le fond, c'est ce qu'on pense partout dans le monde quand on pense à la France. Notre République est belle. Notre République, nous devons la défendre. On nous l'envie ou on nous l'enviait dans le monde entier. Elle est d'ailleurs, j'allais presque dire, forte jusque dans sa fragilité, car on sait que les droits ne sont jamais acquis et qu'il faudra toujours se battre. C'est cela la force des Républicains, pour les garder et pour en conquérir de nouveaux. Aussi, je le dis avec solennité et même avec un très grand calme, car je crois qu'il faut rester calme dans ces périodes. Aujourd'hui, notre République est attaquée dans ses fondements. Elle est attaquée dans ses fondements quand on remet en cause l'égalité devant la loi. C'est le fondement même, c'est l'article 1 de notre Constitution. Dans la République française, on ne cible pas une ethnie ou une catégorie de la population. Si des actes illégaux ont été commis par des Roms, par exemple, ils doivent être sanctionnés parce qu'ils sont illégaux et non pas parce qu'ils sont Roms. Et si et bien sûr, des occupations illégales de terrain ne sauraient justifier des expulsions du territoire, comme là d'ailleurs à plusieurs reprises l'ont rappelé les tribunaux ces derniers jours. Et que dire de la déchéance de nationalité votée aujourd'hui en première instance à l'Assemblée nationale? L'égalité devant la loi, le fondement même de la République, cela veut dire tout simplement que tout criminel va être sanctionné de par ses actes, qu'il soit citoyen de naissance ou par naturalisation. Il est impensable dans la République française de condamner deux citoyens français pour un délit différemment. Je crois que c'est totalement contraire à nos valeurs. Nous le savons, nous sommes en République, il n'y a pas des citoyens de seconde zone. Nous sommes tous des Français qui devons respecter les règles et devons être sanctionnés de la même manière lorsque cela est le cas. Et fondamentalement, quand on dit cela, on se rappelle que la France, dans le fond, est elle-même quand elle sait accueillir, quand elle sait intégrer, tout en faisant respecter son socle de valeurs communes. Les choses sont claires d'ailleurs. Et je crois qu'il n'y a aucun débat à ouvrir sur ce qui peut porter atteinte à ce socle de valeurs communes. C'est la raison pour laquelle nous refusons la polygamie, l'excision ou la burqa, parce qu'effectivement, ceci ne correspond pas à ce que nous sommes. Mais c'est aussi avec cette même exigence républicaine que nous vous disons qu'il faut respecter les libertés et que pour nous, le droit à la sécurité est une liberté parmi les autres, une liberté fondamentale, et c'est la raison pour laquelle non seulement nous la défendons partout où nous sommes, chère Martine, toi à Pau, cher Jean-Marc, toi à Nantes, et je pourrais continuer, parce que particulièrement les maires, nous sommes confrontés en permanence à cette situation, et nous savons bien évidemment que ceux qui sont le plus touchés par ce droit à la sécurité qui ne leur est plus reconnu, ce sont les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle tous les maires, tous les élus socialistes se battent pour la sécurité dans notre pays. Et d'ailleurs, dans quelques jours, à Dijon, reprenant les grands principes que j'ai rappelés à La Rochelle de ce combat pour la sécurité qui ouvre toutes les voies de la prévention jusqu'à la sanction, nous proposerons des priorités et des actions très concrètes pour pouvoir expliquer aux Français qu'il y a une autre politique possible pour réussir enfin en matière de sécurité. La République est aussi attaquée dans ses fondements quand on organise la confusion, le désordre dans l'organisation des institutions. La République, ce sont des institutions stables qui fonctionnent. Or, Nicolas Sarkozy a voulu tout être, président de la République, Premier ministre. Il a lui-même parlé de François Fillon comme d'un collaborateur. Mais je dirais que non seulement il préside, il gouverne, mais il veut aussi légiférer.
Ça fait longtemps que les députés UMP, excusez-moi, c'est l'émotion sans doute de parler des députés UMP, que les parlementaires UMP reçoivent leur instruction directement de l'Élysée. Les débats sont d'ailleurs souvent bâclés ou écourtés par le recours intempestif à l'urgence. L'opposition est méprisée. Les ministres ne prenant même pas la peine, nous l'avons vu, de venir répondre à nos propositions de loi. Je vous rappelle qu'une des grandes réformes dans la Constitution, nous avait-on dit, avait dit le président de la République, c'était de permettre à l'opposition de déposer des propositions de loi dans une niche particulière qui lui était réservée. Eh bien, ces propositions, nous les avons déposées, montrant d'ailleurs combien les socialistes, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, proposent pour les Français une autre politique. Nous n'avons jamais eu la chance d'avoir en face de nous des ministres pour y répondre, parce que là aussi, il y a mépris de l'opposition parlementaire. Alors bien sûr, une nouvelle étape a été franchie la semaine dernière lorsqu'on a voulu faire taire tout simplement les parlementaires, les députés qui souhaitaient tout simplement, en tant qu'élus de la nation, expliquer, comme le règlement le leur permet, pendant 5 minutes, pourquoi ils voulaient voter contre cette réforme des retraites. Là, je crois que aussi on s'est assis sur la République et sur ses laits. Je le dis devant vous, en 2012, il faudra rétablir la séparation des pouvoirs et permettre au Parlement de jouer vraiment son rôle. Nous le disons depuis plusieurs années, nous voulons une nouvelle République. Remettre le Parlement au cœur de la démocratie française en limitant les possibilités de recours à des procédures accélérées ou au vote bloqué, dont le pouvoir actuel abuse actuellement, car cela dénature, nous le savons, le travail parlementaire et tout simplement le débat démocratique qui doit exister dans notre pays. Ou en donnant un véritable statut à l'opposition au lieu de la museler comme c'est le cas aujourd'hui. Nous pensons aussi que le Parlement doit être le lieu des grands débats qui intéressent le pays. Et si je ne reprends que les grands débats internationaux qui auraient dû avoir lieu au Sénat, je pourrais parler du retour de la France à l'OTAN ou parler de la présence française en Afghanistan, dans tous les autres pays. Pour l'Afghanistan, mais pour des sujets de cette nature, il y a véritablement débat parlementaire, là où vit la démocratie, là où sont les élus de la nation. Cela n'a pas été le cas dans notre pays. Nous améliorons aussi la représentativité par la limitation du cumul des mandats, associée, je le redis, au statut de l'élu, bien évidemment, l'instauration d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale et la refonte du collège électoral du Sénat, permettant une meilleure représentation des territoires, mais aussi une plus grande place à la parité. Alors bien sûr, nous proposons et nous proposerons aux Français ces modifications. Mais je sais, Serge Jean-Pierre, et tu nous l'as montré à l'instant, avec la fougue qui est la tienne, que nos camarades sénateurs n'attendront pas cette réforme pour tenter d'emporter le Sénat. Tu l'as très bien dit, c'est possible, ce serait sans doute un exploit, mais les Français savent aujourd'hui, et ils l'ont vu d'ailleurs ces derniers mois, combien les sénateurs sont protecteurs justement de cette République et combien nous avons besoin d'avoir un Sénat à gauche. Donc avec toi, derrière tous nos amis, nous serons tous là pour gagner le Sénat l'année prochaine. Et puis nous redonnerons au Premier ministre son plein rôle de chef de la majorité qui gouverne réellement, car je le rappelle, lui seul est responsable aujourd'hui devant le Parlement, et c'est quand même là l'essentiel de l'équilibre démocratique. Quant au président, il conviendra qu'il retrouve son rôle de garant des institutions et de porteur des intérêts de la France. La République est aussi attaquée dans ses fondements, quand on veut peser sur la justice ou sur la liberté de la presse. La République, ce sont des contre-pouvoirs. Cela veut dire une justice indépendante. Rappelons-nous quand même, parce que le climat actuel oublie ce qui se passe, Clearstream, Karachi, Woerth-Bettencourt, les affaires se succèdent et se ressemblent. On a l'impression qu'aujourd'hui, on les oublie un peu, mais nous ne les oublions pas. Les interventions du pouvoir politique sont incessantes sur les dossiers particuliers. Nous voulons y mettre un terme. Cela veut dire le maintien, bien sûr, des juges d'instruction que M. Sarkozy veut supprimer, mais aussi recréer l'indépendance des parquets, comme cela avait été mis en place notamment par Elisabeth Guigou dans la conduite des affaires.
Cela signifie très clairement qu'il faudra reprendre les directives générales, car il faut que dans notre pays, chacun soit sanctionné de la même manière, mais qu'il faudra prohiber absolument les interventions individuelles ou les directives individuelles dans un dossier. C'est cela, l'indépendance de la justice que nous avions pratiquée et que nous voudrions remettre effectivement en place. Cela veut dire aussi un Conseil supérieur de la magistrature qui doit devenir un vrai Conseil supérieur de la justice, indépendant et donc non plus présidé par le président de la République, indépendant pour vérifier l'indépendance de la justice et pour vérifier que les autres pouvoirs ne portent pas atteinte effectivement à cette indépendance. Et puis une justice indépendante, c'est une justice rendue dans la sérénité et avec raison, et non pas dans les déchaînements des passions, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. C'est pourquoi nous refusons de transformer les prétoires en des meetings, comme nous contestons les annonces démagogiques de Brice Hortefeux, qu'à juste titre d'ailleurs, les syndicats de magistrats ont qualifié d'affligeantes, ne se donnant même pas la peine d'y répondre, tant on est loin là d'une justice telle que nous l'aimerions. Et finalement, ces propositions n'ont qu'un seul objectif, affaiblir l'autorité des magistrats pour affaiblir l'autorité de la justice. C'est inacceptable et nous ne le laisserons pas faire. Nous accompagnons les magistrats dans leur combat. Des contre-pouvoirs, c'est bien sûr aussi une presse libre et indépendante, une presse qui peut informer sans craindre des pressions sur sa hiérarchie, sur ses actionnaires, ou bien sûr sans redouter une enquête du pouvoir politique. Là, nous avons quand même passé à nouveau des bornes. Dans quelle démocratie accepterait-on que le contre-espionnage puisse enquêter sur des journalistes ? Dans quelle autre démocratie accepterait-on que l'on puisse cumuler les fonctions de patron de presse et de dirigeant de grands groupes vivant de la commande publique d'État ? En Italie, oui, et en France, mais partout ailleurs, ce n'est pas possible. Aussi, en 2012, la majorité de gauche débattra d'une grande loi sur la liberté de la presse qui fera cesser cette confusion et ce mélange des genres et garantira le pluralisme et l'indépendance des médias. De même, nous l'avons dit que nous mettrons fin aux nominations des responsables de l'audiovisuel public par le président de la République. Voilà aussi ce que nous ferons. Et puis, la République, et notamment la République moderne, est attaquée quand les collectivités locales sont asphyxiées et privées de leurs moyens d'autonomie. La République, aujourd'hui, c'est en effet une organisation décentralisée des pouvoirs publics. Car nous croyons, comme les Français d'ailleurs, que les services publics sont d'autant meilleurs et d'autant moins coûteux qu'ils sont réalisés et gérés dans la proximité. Voilà pourquoi nous voulons des collectivités territoriales fortes. D'abord parce que c'est plus efficace, tout simplement. Les moyens répondent aux besoins très directement. Parce que c'est plus démocratique, surtout si on n'a pas le changement de scrutin des régions. Mon cher Alain Rousset, qui est en train d'être préparé par cette réforme. Cela aussi, Nicolas Sarkozy est en train de le détruire. Et il est vrai que pour lui, une décision qui n'est pas prise à l'Élysée n'existe pas et doit être annulée. Mais là aussi, les Français ont montré au régional combien ils savent que nos élus sont là, proches d'eux, sont là dans la crise, sont là pour préparer l'avenir, pour préparer l'équilibre des territoires, et ils nous diront la même chose pour les cantonales. Ils ont besoin de départements dans la proximité pour accompagner les plus fragiles, pour accompagner ceux qui ont le plus besoin d'une action venant de l'État ou des collectivités locales. J'ai vraiment la conviction que c'est en donnant une plus grande confiance, un plus grand pouvoir aux élus locaux que nous pourrons permettre à la France de redémarrer. C'est la raison pour laquelle nous aurons un acte 3 de la décentralisation. Ces propositions que nous avons faites d'ailleurs à la commission Balladur et qui ont été balayées, qui dotera la France de grandes régions, de grandes métropoles. C'est la vision, c'est l'organisation de l'avenir, c'est la préparation de l'avenir, c'est l'aménagement équilibré des territoires, mais aussi bien évidemment une action solidaire de proximité menée au niveau départemental et au niveau des communes, sans oublier, parce que nous y tenons, une péréquation au niveau national. C'est cela aussi la République, faire en sorte que les territoires les plus riches accompagnent ceux qui sont les plus en difficulté. Voilà aussi un fondement de la République qui a été totalement oublié aujourd'hui. Nous voudrons
nous voulons aussi redonner une véritable autonomie de gestion aux collectivités locales. Vous savez, tous les pays véritablement décentralisateurs aujourd'hui, regardons l'Allemagne, regardons l'Espagne, n'ont pas un État déconcentré qui, de manière tatillonne, contrôle toutes leurs décisions. Les décisions se font naturellement par les citoyens, par les électeurs ou par les contrôles, la Cour des comptes chez nous. Alors, si l'on veut faire des économies, eh bien, il y a des services déconcentrés de l'État sur lesquels on peut faire des économies et qui nous permettra en plus d'avoir une véritable décentralisation. Nous nous battrons pour cela et nous proposerons aussi une réforme dans ce sens, autonomie de gestion, autonomie fiscale. Nous le savons aujourd'hui, comment peut-on encore parler de décentralisation en France quand on ne donne plus la possibilité à nos collectivités locales d'avoir une autonomie fiscale, de pouvoir effectivement, devant nos concitoyens, décider des impôts et décider de ce qu'ils vont en faire. Je crois qu'au-delà de l'efficacité, au-delà de la démocratie, cela libérera, et on en a bien besoin, l'énergie créatrice de notre pays. Et il y en a de l'énergie dans nos régions, dans nos départements, dans nos communes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas arriver à les faire sortir, à les faire émerger parce qu'effectivement, nous sommes engoncés dans ces difficultés financières et dans ces contrôles tatillons. Voilà aussi une importante réforme que nous ferons en annulant, bien évidemment, si elle passe, la réforme actuellement au Sénat. Les fondements de notre République sont attaqués aussi quand le fonctionnement du pouvoir se confond avec les intérêts d'un seul parti. La République, c'est la démocratie jusqu'au bout, c'est le combat que nous menons depuis Jaurès, de cette manière-là, nous les socialistes. C'est pourquoi nous avons dénoncé avec force les tripatouillages électoraux de M. Marlex, l'autre double casquette, il ne faut pas l'oublier, insupportable de ce gouvernement, puisqu'il est à la fois secrétaire d'État aux collectivités locales, et au redécoupage, donc, et en même temps secrétaire national de l'UMP aux élections. C'est peut-être l'occasion de demander là aussi que cela cesse, même si ça paraît un peu tard pour les circonscriptions, car le sale boulot a déjà été fait, nous le savons et nous l'avons montré. Alors il veut récidiver avec les élections locales, et c'est la raison pour laquelle nous refusons la suppression de l'élection des conseillers régionaux au scrutin de liste qui a été supprimée. Nous refusons cette suppression et nous ne voulons pas d'un scrutin qui a pour seul objectif d'essayer de rendre plus facile la victoire pour la droite. Mais la démocratie, c'est aussi pour nous une démocratie sociale vivante, où les partenaires sociaux, avant toute réforme, avant toute grande décision, sont associés avant, écoutés pendant et respectés toujours. C'est ce qu'on aimerait retrouver vis-à-vis des organisations syndicales, vis-à-vis du milieu associatif qui aujourd'hui est tellement dans la difficulté dans notre pays. Dans le débat sur les retraites, les syndicats ont été ignorés alors qu'ils ont demandé en permanence, avec responsabilité, car ils disent il faut cette réforme, nous voulons être écoutés, nous voulons discuter. Vous savez, dans la plupart des pays européens, la réforme des retraites est en cours ou a été décidée. Elle a donné lieu à des mois et des mois de discussions avec les organisations syndicales, avec l'opposition. Il n'en a évidemment rien été dans notre pays où on veut nous imposer une réforme à la hussarde. Et pourtant, je relisais des propos de Nicolas Sarkozy, c'est parfois douloureux de les relire. Et si ce n'était pas si grave, ça ferait véritablement sourire. En avril 2006, il disait « Il faut davantage associer les Français à l'élaboration des réformes, afin que celles-ci ne tombent pas d'en haut, sans avoir été suffisamment concertées. » Quel dommage que le président, pourtant tellement retourné vers lui-même, ne se relise pas de temps en temps. Je pense qu'il aurait intérêt à le faire. Mais une démocratie moderne, et peut-être que là nous devons encore avancer, c'est une démocratie qui organise des débats avec les citoyens, pour les écouter mais aussi pour les mobiliser. Et moi je le dis, si en 2012 nous sommes là, eh bien nous porterons des grands débats avec les citoyens. Que veut-on mettre comme fonds publics pour donner une chance à chacun en matière éducative, pour permettre à chacun d'avoir accès aux soins ou d'avoir un logement? C'est un vrai débat qu'il faut avoir avec les citoyens au lieu de montrer l'impôt du doigt. Comment mobiliser les citoyens sur l'environnement, par exemple sur l'eau, sur l'alimentation, sur l'énergie, si on n'a pas la capacité de débattre avec eux sur chacun de nos territoires en la matière? Et puis il y a des grandes questions quand même, la bioéthique, la place des aînés dans notre société, voilà aussi des grands débats démocratiques qui devraient exister, qui existent dans d'autres pays. Mais ici, on n'y pense même plus, tellement on est là à défendre les droits démocratiques les plus simples.
eh bien nous remettrons en place cette démocratie de citoyenneté que beaucoup de nos élus, d'ailleurs, ont déjà développée sur leur territoire. Et puis, dans le fond, on fait la boucle en parlant de ça. Pierre Mendès France disait « L'amour de la République, c'est d'abord un état d'esprit ». Oui, pour faire respecter les valeurs de la République, il faut commencer par les respecter soi-même. Car la République, c'est en effet un état d'esprit qui tient en 3 mots. Humilité, vérité et dignité. Humilité en tout, car il faut que l'éthique s'incarne dans tous les comportements et que l'arrogance des puissants recule. C'est inacceptable aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens qui souffrent. Vérité, car les mensonges et les contre-vérités permanentes décrédibilisent la démocratie et même la politique. Nous le savons nous-mêmes quand nous entendons ce qui se passe aujourd'hui. Dignité, car la République doit être respectée. Et je le dis, l'autorité, elle se mérite, elle ne se demande pas. Pour la mériter, il faut respecter cet état d'esprit. Nous en sommes malheureusement loin aujourd'hui. Et puis, cet état d'esprit, c'est aussi de savoir faire l'unité quand l'intérêt supérieur de notre pays est en cause. Il y a quelques jours, le directeur du renseignement intérieur a révélé que jamais la menace terroriste n'avait été aussi forte dans notre pays. Cette annonce s'est étonnamment faite plusieurs jours avant que le président de la République ne réunisse le Conseil de sécurité intérieure ou hier le Conseil de défense restreint. Nous soutenons sans hésitation, et nous l'avons toujours fait, le président dans sa volonté d'assurer au maximum la sécurité des Français sur notre territoire ou dans le monde. Et encore aujourd'hui, pour libérer les journalistes de France 3, les 3 otages en Afghanistan, comme les salariés d'Areva enlevés au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les annonces du directeur du renseignement intérieur sont trop graves pour qu'elle ne donne pas lieu à une information aux différents partis politiques représentés au Parlement. C'est ce qui a été fait dans notre République à chaque fois qu'il y avait une réelle menace. Lionel Jospin l'a fait après les attentats de septembre 2001. Monsieur Raffarin, Monsieur Villepin l'ont fait aussi lorsqu'il y avait des inquiétudes graves pour notre pays. Alors je réitère aujourd'hui la demande que nous faisons au président de la République de faire entendre les différents partis politiques pour les informer. Nous avons le devoir d'unité et jamais nous n'irons à l'encontre de ce devoir, mais nous avons le devoir de comprendre pour pouvoir parler correctement aux Français, de comprendre pour les rassurer, de comprendre pour faire bloc lorsque les menaces existent. Alors, malgré ces demandes réitérées et quelques ouvertures du Premier ministre hier soir, nous n'avons toujours pas ces rendez-vous attendus et je crois aussi attendus par les Français qui ont besoin de savoir véritablement ce qui se passe et d'être rassurés par le fait que tous ceux qui représentent la République sont unis pour combattre les menaces que l'on nous présentera. Dans le fond, quand on regarde cela, on se dit que pour le président, la démocratie parlementaire, c'est pour lui plutôt l'inefficacité et l'obstruction. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de l'Assemblée la semaine dernière. Le respect des droits individuels et des libertés publiques, c'est du droit de l'homisme ou c'est du temps perdu, quelque chose finalement entre le futile et l'inutile. L'école laïque, on rappellera jamais assez le fait qu'il nous ait déclaré qu'un instituteur ne remplacera jamais un prêtre pour l'éducation des enfants. La protection sociale, un coût qui porte atteinte à notre compétitivité. Les étrangers, les Roms, les immigrés, pour lui ce sont eux qu'il faut surveiller plus que les autres et qu'il faut pourchasser plutôt que d'essayer de les intégrer. Voilà aussi, tout cela fait partie de ce climat délétère dont je parlais tout à l'heure. Et là aussi, je voudrais dire, et peut-être cela va en étonner quelques-uns, que tous les précurseurs de Nicolas Sarkozy ont incarné avec dignité la fonction confiée par le peuple français. Ils ont tous laissé une trace dans l'histoire nationale qui faisait par-delà les clivages la fierté de tous. La fin des guerres coloniales et le moteur franco-allemand pour le général de Gaulle. L'ambition industrielle pour Georges Pompidou. La vision européenne et la démocratie apaisée pour François Mitterrand. Le refus de la guerre en Irak pour Jacques Chirac. Dans cet esprit, que restera-t-il de Nicolas Sarkozy? On peut vraiment se le demander. Et c'est cela aussi la République, de savoir partager des grandes choses quand effectivement elles défendent notre pays et notre nation.
L'art de gouverner requiert sang-froid, maîtrise de soi, hauteur de vue. Ce n'est pas ce que nous avons vu cet été. Et c'est dans le fond cette politique française qui subit les condamnations de l'ONU, de l'Europe et même du pape, et même aujourd'hui à la Maison-Blanche ou à la chancellerie d'Allemagne. Mais là aussi, pour Nicolas Sarkozy, c'est quasiment quantité négligeable, plus soucieux qu'il est des propres sondages concernant sa majorité que de l'image de la France dans le monde. Mais pour les Français, je crois vraiment que c'est un sujet d'inquiétude de plus. Ils nous en parlent d'ailleurs, ces jours-ci plus fortement encore que ces dernières semaines. Parce que l'UMP n'a pas seulement échoué pour notre pays, elle a aussi abaissé notre pays. Et c'est notre crédibilité qui est aujourd'hui atteinte dans le monde. Comment parler demain des droits de l'homme si notre pays n'est pas lui-même irréprochable? Comment faire progresser la démocratie dans le monde, en Chine, en Iran et ailleurs, si nos dirigeants eux-mêmes ne sont pas exemplaires? Comment, avec, j'allais dire, le culot qui le caractérise, comment le président de la République a-t-il pu demander à New York une taxation des transactions financières, alors même qu'il refuse de taxer les bonus et les stock options dans notre pays? Est-on crédible? Comment a-t-il pu, là aussi à l'ONU, donner des leçons au monde entier sur la lutte contre la pauvreté alors que la France ne respecte pas ses engagements sur l'aide au développement et que dans son propre pays, il accroît les inégalités et la pauvreté? Voilà aussi ce qui manque dans la crédibilité de la France. Alors oui, comme nous en discutons actuellement en parlant du rôle de la France, de son poids, de sa voix au niveau international, nous restaurons effectivement la France et son autorité dans le monde. Mais il faut le dire, il est grave aujourd'hui que nous ne puissions pas être entendus alors que la crise est là, la crise mondiale n'est pas achevée, alors que la France s'apprend à prendre la présidence du G8 et du G20. Alors qu'il serait temps de mettre en place un véritable gouvernement économique au niveau européen, alors que s'approche le sommet de Cancun, alors que la France devrait peser de tout son poids. J'ai parlé des droits de l'homme en Iran, mais je pourrais aussi parler du conflit du Proche-Orient. On ne nous entend plus. Où est la France? La France qui toujours s'est battue pour cette paix et qui est aujourd'hui silencieuse et que l'on n'entend pas. Alors oui, mes chers camarades, tout cela, il faut le dénoncer, parce que quand la République est atteinte, lorsqu'elle est abîmée, il ne faut rien céder. Mais je voudrais vous dire ce matin qu'il ne faut pas que nous tombions dans le piège qui est tendu aux Français. Le calcul du gouvernement, c'est bien évidemment de dire que pendant que l'on parle de tout cela, pendant que l'on parle du discours de Grenoble, de cet ignoble discours et de ses conséquences, qui sont aujourd'hui des actes concrets partout sur notre territoire, eh bien on ne parle plus de ces échecs et surtout on ne parle plus des problèmes des Français. Alors, je veux citer là aussi le président de la République qui très récemment a dit à propos de M. Hortefeux « On est un grand ministre de l'Intérieur quand on est au centre des polémiques ». Eh bien, je vous demande d'y réfléchir parce que, dans le fond, c'est bien là l'aveu d'une méthode de présidence de notre pays qui érige la diversion en règle d'action. Nous préférons agir. Ils préfèrent essayer de masquer en créant la polémique pour dissimuler, bien sûr, leur échec, les difficultés du Français et même les affaires qui sont aujourd'hui encore au cœur de notre pays. Créer la polémique pour qu'on ne parle pas des sujets importants. Cela vaut aussi au niveau européen. Le sommet européen de jeudi dernier était censé préparer le G20. On devait travailler sur la régulation financière, sur nos rapports avec les pays émergents. Eh bien finalement, la réunion s'est terminée en pugilat sur la question des Roms, même si M. Sarkozy, comme d'habitude, est démenti par l'ensemble des participants, a osé dire l'inverse de la réalité. Nous y sommes habitués en France, les pays européens ont du mal à s'y habituer. Alors oui, c'est vrai. M. Sarkozy ne crée pas seulement du désordre en France, maintenant c'est au cœur des institutions européennes qu'il le porte, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Et par rapport à cela, je crois que les Français sont désorientés. Ils voient que nos pays n'ont plus de cap pour sortir de cette crise économique, pour régler les problèmes sociaux, pour retrouver une voix et un poids dans le monde. Ils sont inquiets pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Ils sont aussi inquiets
de l'image de la France. Je dirais même qu'ils sont meurtris de l'image de la France qui était hier donnée en exemple partout dans le monde et qui aujourd'hui est décriée. Eh bien, mes chers camarades, face à ce désordre, je le dis là aussi avec gravité parce que la situation dans notre pays le mérite. Eh bien, notre devoir, c'est d'être un pôle de stabilité. Nous devons incarner la sérénité et la confiance. Nous ne devons pas nous laisser aller dans les provocations, dans les réponses aux mensonges permanents de la majorité, du président et du gouvernement. Nous devons prendre de la hauteur pour être le parti des propositions, le parti qui ramène la confiance, le parti qui dit aux Français qu'il y a une autre France possible, celle qui s'appuie justement sur les fondements de la République en trouvant les réponses d'aujourd'hui, celle qui s'appuie sur les atouts de la France et sur les atouts des Français. C'est cela notre rôle aujourd'hui et nous devons le faire en étant dignes, ce que nous avons d'ailleurs fait, ce qu'ont fait les députés saints de leur écharpe tricolore à l'Assemblée nationale la semaine dernière, comme l'a fait Jean-Marc Ayrault, que je salue, parce qu'il a trouvé un ton solennel et juste pour dire à la fois pourquoi nous refusons cette réforme des retraites injuste et inefficace, mais pourquoi aussi nous nous battrons jusqu'au bout pour ne pas laisser bafouer la démocratie parlementaire. C'est cette attitude-là que nous devons tous agir pour redonner aux Français une confiance dans ce climat difficile. Notre agenda, ce n'est pas celui du gouvernement, c'est celui des Français. Alors bien sûr, il faudra remettre la République à l'endroit et j'ai donné quelques pistes sur lesquelles nous avons des accords et des propositions depuis longtemps et d'autres plus neuves. Il faudra redonner son honneur à la France en la présidant autrement. Mais ce qu'attendent les Français de nous dans les 2 ans qui viennent, ce sont des propositions claires et crédibles qui permettent de croire effectivement qu'une autre France est possible. Nous avons déjà beaucoup travaillé, et je ne vais pas refaire le travail de ces derniers mois ou de ceux qui vont arriver, pour présenter un nouveau modèle économique et social et durable, pour dire ce que nous ferions en matière de politique industrielle ou d'agriculture. Nous allons, dans quelques jours, faire des propositions à Dijon sur la sécurité, puis sur les villes, à Lille, puis sur la culture, puis sur les institutions et puis sur l'égalité réelle, fondement même de la République. Car quand on parle République, on parle accès de tous aux droits fondamentaux, l'éducation, le logement, bien évidemment, la santé. Nous allons faire ces propositions. Et je voudrais remercier tous ceux qui travaillent dans le parti, bien sûr. Tout d'abord, nos secrétaires nationaux, le laboratoire des idées avec tous ces intellectuels, ces experts, ces syndicalistes, ces membres du mouvement associatif qui nous ont rejoints pour préparer ce projet pour la France. Mais aussi nos élus et nos parlementaires, nos élus par ce qu'ils font sur leur territoire est pour nous une source extraordinaire d'inspiration pour répondre aux problèmes des Français. Et puis nos parlementaires qui se battent mois après mois pour défendre ce à quoi nous croyons et de plus en plus, pas seulement pour contester, mais pour proposer, comme nous l'avons fait sur la réforme des institutions ou sur la réforme des retraites. Alors, poursuivons notre route et faisons cette proposition pour préparer le rendez-vous de l'alternance en 2012. Mais nous devons aussi agir avant 2012. Nous devons agir et c'est ce qu'attendent dans cette rentrée les Français de nous. Que nous soyons combatifs, nous le sommes. Nous devons continuer à l'être. Peut-être plus encore dans ce climat qui met en cause la République que nous ne l'avons été encore jusque-là. D'abord, ils savent que nous agissons, je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'élus. Et ils savent que penser de la force de protection, mais aussi de la vision que nous portons dans nos territoires. Mais au-delà de la mobilisation nécessaire, j'y reviendrai, sur les terrains où nous devons nous battre quand nous pensons que des mesures sont injustes et contraires à l'intérêt de notre pays, je voudrais aussi le dire, nous avons des combats à mener dans les jours qui viennent. Il s'agit des grandes propositions sur le budget, sur la sécurité sociale et sur les retraites. Parce que dans le fond, le budget, quand on dit le budget, ça peut paraître technique. On va discuter du budget à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Oui, le budget, ce sont les priorités. Alors Nicolas Sarkozy ne sait pas où mener la France. Nous lui disons, oui, nous savons ce que nous ferions et ce que vous devriez faire pour qu'on sorte enfin de cette crise et pour que ces inégalités qui paraissent insupportables aujourd'hui à beaucoup, qui voient que les puissants peuvent tout se permettre et continuent à gagner alors qu'ils ont de plus en plus de difficultés, puissent se dire, ça y est, nous sommes en train d'en sortir.
Alors nous allons prendre de la hauteur et nous allons dire effectivement très concrètement aux Français ce que nous voulons tout d'abord pour cette sortie de crise. Je voudrais dire très simplement les choses. Comme tous les économistes, nous sommes tous inquiets. Nous pouvons replonger dans la crise. Et d'ailleurs, il y a des signes avant-coureurs aux États-Unis, vous l'avez vu, et même en Chine, où ça ralentit. En France, la consommation n'a pas redémarré, on s'en étonne, mais avec le pouvoir d'achat actuel, avec les hausses de tous les tarifs qui nous ont été annoncés et bientôt des médicaments, on peut le comprendre. Mais on sait aussi que nos entreprises ont des difficultés, et notamment les petites et moyennes entreprises. Et alors c'est à ce moment où il faudrait booster, j'allais dire la machine, que le gouvernement décide d'arrêter le plan de relance, 16 milliards d'euros qui n'existeront pas dans le budget 2011 et qui devraient être là pour relancer effectivement la machine économique. Alors oui, nous le disons et nous le redirons, il est irresponsable dans la situation actuelle, dans la situation de l'endettement de la France, de garder un bouclier fiscal et de n'apporter qu'une mini-retouche aux niches fiscales alors que notre pays a ses déficits abyssaux. Il est irresponsable de réduire les dotations des collectivités locales, les crédits par exemple au logement social ou les crédits à l'emploi quand on sait la crise sociale qui est la nôtre aujourd'hui. Alors nous nous disons, oui, il y a des choses à faire. D'abord, dégager des ressources pour réduire les déficits et l'endettement et pour financer certaines priorités. Donc nous avons proposé la suppression du bouclier fiscal, de la TVA réduite dans la restauration, de la niche Copé, un véritable scandale, il faut le dire, et puis de beaucoup d'autres niches. Et puis un meilleur ciblage aussi de certains éléments essentiels comme le crédit impôt recherche. Mais nous proposons aussi de baisser significativement le plafond des niches fiscales, puisque vous savez qu'aujourd'hui, chaque ménage peut avoir des niches fiscales qui atteignent 20 000 euros, plus 8% de leurs revenus. Plus on gagne d'argent, plus on a la possibilité de bénéficier de réductions fiscales. Il faut aussi rétablir l'égalité devant l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, alors que les PME payent 33%, la plupart des grands groupes ne payent en moyenne que 8%. Cela aussi, c'est contraire à la relance économique et même tout simplement à une économie structurellement en forme dans notre pays. Il faut mettre le paquet sur la relance, je le disais actuellement, limiter les dépenses sociales au moment même où on a besoin de relancer la consommation, c'est une faute économique, ce n'est pas seulement une injustice sociale. Et aujourd'hui, nous le savons, l'essentiel des 10 milliards de hausses d'impôts et de taxes annoncées par le gouvernement, même s'ils ne veulent pas appeler ça des hausses d'impôts et de taxes, vont surtout toucher les ménages moyens et modestes, et donc nous nous opposerons à ces dispositions. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des propositions que nous avons faites, mais peut-être en reprendre une qui est totalement d'actualité. Nous avions proposé un remboursement de TVA de 200 € pour les 16 millions de ménages modestes et les classes moyennes pour relancer la consommation. C'est un peu plus de 3 milliards d'euros. Ça coûte moins cher que la baisse de la TVA sur la restauration et ça permettrait aujourd'hui de relancer la machine comme les Allemands l'ont fait. Cette mesure n'a toujours pas été adoptée et je crois qu'elle est encore plus d'actualité en cette rentrée où les Français subissent des augmentations multiples. Et puis, nous le disons, dès cette rentrée, il faudrait investir dans l'avenir, investir dans la recherche. Et les propositions que nous faisons par exemple, le pôle public d'investissement industriel, nous pensons qu'il faudrait le faire dès maintenant, mettre ces 50 milliards d'euros regroupant un certain nombre d'institutions pour aider les petites et les moyennes entreprises, parce que dans 2 ans, beaucoup d'entre elles auront disparu. Et beaucoup de ceux qui voudraient créer une entreprise ne pourront pas le faire aujourd'hui. Alors il faudra, avec tout cela, réduire l'endettement, mais aussi aller vers l'urgence sociale. Vous savez, parfois, on nous dit, vous les socialistes, vous voulez augmenter les impôts. Mais moi, je dis simplement, en matière de logement par exemple, que sous tous ces dégrèvements fiscaux qui ont pris le nom des ministres successifs, qui ont donné des avantages fiscaux à ceux qui investissaient dans la pierre et qui aujourd'hui d'ailleurs contribuent à la spéculation immobilière. Supprimer une partie de ces milliards aujourd'hui d'euros pour les donner au logement social, là voilà un transfert qui aurait du sens pour notre société, sans augmenter les impôts, mais en répondant aux priorités des Français. Le deuxième débat de l'automne, c'est celui sur la sécurité sociale. Il se profile malheureusement en 2011 comme les dernières années depuis que Nicolas Sarkozy est au pouvoir. Pas un centime de recettes nouvelles et 2,5 milliards de prestations en moins pour les Français. Nous le savons bien, ceux qui vont
avoir le plus de difficultés sont ceux qui n'ont pas une complémentaire qui leur permet de combler ces désavantages. Nous le savons pertinemment. Ça va être une nouvelle salve de déremboursement de médicaments et la baisse de la prise en charge de nombreux actes de consultation. Alors là aussi, on nous raconte des histoires, on nous dit ça ne touchera pas aux traitements essentiels. Eh bien, moi, je voudrais rappeler d'abord que le coût pour la santé a augmenté de 50%, le coût direct de la santé au cours des dernières années pour les Français. Et pour beaucoup, c'est insupportable. Je le sais, moi qui suis présidente d'un hôpital comme beaucoup d'entre vous, eh bien aujourd'hui le forfait hospitalier, certains renoncent à se faire soigner parce que ce forfait est trop élevé. Voilà un exemple. Eh bien, j'ai lu ces derniers jours et j'ai compris que nous allions en effet là porter atteinte à la santé des Français. Comment ne pas être bouleversé par exemple par le témoignage de Lola qui a été présenté récemment dans un hebdomadaire ou qui nous dit tout simplement j'ai un diabète de type 1, il faut que je mesure 4 fois par jour ma glycémie, et bien maintenant les bandelettes de glycémie ne seront remboursées qu'une fois par jour. Voilà un exemple concret, mais il y en aura beaucoup d'autres. C'est comme cela aussi qu'on fait reculer un des droits fondamentaux de la République, l'accès à la santé. C'est la raison pour laquelle nous serons avec les parlementaires, faire des propositions pour la sécurité sociale. Budget pour des priorités pour relancer notre pays dans cette crise et pour faire face à l'urgence sociale. Sécurité sociale pour essayer de garantir l'essentiel, mais aussi bien sûr, et j'en terminerai par là, la réforme des retraites. Dans le fond, la réforme des retraites, et les Français le comprennent bien, c'est un peu le symbole de l'étouffement démocratique, de l'injustice et de l'inefficacité de la politique de Nicolas Sarkozy. Parce que nous sommes responsables, parce que nous aspirons à gouverner le pays, nous avons dit oui et depuis longtemps qu'il fallait une réforme des retraites. Nous l'avons dit, mais nous l'avons aussi préparée en consultant pendant des mois les organisations syndicales, en travaillant avec des économistes, en nous appuyant sur les chiffres du COR, cette institution créée par Lionel Jospin pour que sur les retraites, il y ait transparence, il y ait compréhension de la part de tous et de nos concitoyens de la réalité des difficultés. Je crois que nous avons fait des propositions qui sont à la fois sérieuses, justes et innovantes. Sérieuse parce que nous, contrairement à la proposition du gouvernement, nous traitons du premier au dernier euro le problème du déficit des retraites. Alors que, vous le savez, le gouvernement laisse plus de la moitié des déficits sans financement, alors même qu'il ponctionne le fonds de réserve de 36 milliards que nous avions mis en place lorsque nous étions au pouvoir. Juste aussi, nos propositions, à la fois parce qu'il y a une répartition équilibrée des efforts entre les salariés, le capital totalement absent ou quasiment des réformes du gouvernement et les mesures démographiques. Mais juste aussi parce que nous traitons avec la justice nécessaire à une réforme de cette ampleur les hommes et les femmes qui ont travaillé dur sur des emplois pénibles ou qui ont commencé tôt à travailler dans notre pays. C'est cela l'enjeu de maintien de l'âge légal à 60 ans, même si le gouvernement essaye une fois de plus de faire croire que ce n'est pas là, que ce n'est pas cela que nous défendons. Et puis, nous sommes innovants parce que nous proposons, et je crois que c'est ça aussi la modernité des propositions qui sont les nôtres dans ce domaine comme dans d'autres, que dans des règles collectives, que dans des règles protectrices, il puisse y avoir du choix individuel, de la liberté individuelle. C'est le compte-temps, par exemple, que nous mettons en place, et c'est les possibilités de choix personnalisés sur la retraite que nous donnons aux Français. Le président veut passer en force là où, je l'ai dit, il aurait fallu beaucoup de dialogue social et démocratique. Contre les premiers concernés, les Français, contre les